Dans cette vidéo, c'était tout le temps, c'était tous les jours, donc je savais le matin, j'allais m'en prendre une quoi, il n'y a pas d'autre mot. on vous livre nos expériences d'harcèlement scolaire. Quand ils disaient ah ouais c'est le p qui va parler, c'est le truc comme ça, les profs entendaient. Ils disaient rien mais ils cautionnaient indirectement pour moi je pense. Vous voyez bien aussi que j'étais pas intégré parce que les travails de groupe, je les faisais tout seul. Tout ça les profs ils l'ont vu. On vous explique comment on a réussi à se construire malgré ces mauvaises expériences. C'est quelque chose qui vous marque à vie. Ça a forgé, ça c'est sûr, les personnes que nous sommes aujourd'hui. Ça a eu un impact dans nos caractères, dans notre façon de voir les choses. Dans notre façon d'aborder aussi la relation aux autres. Et on ne pouvait pas ne pas parler des réseaux. Il y a certains contenus sur les réseaux sociaux qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Moi, il y a des créateurs en ce moment, je le dis, je suis honnête avec vous, qui me mettent vraiment mal à l'aise. Bienvenue chez les garçons. Wabdoua. Et le petit vieux. Non, arrête avec ça. Parce que j'ai un plaid et du thé. Il est en mode petit vieux. Je suis en mode j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid. Cette semaine, on avait envie de vous parler du harcèlement scolaire parce qu'on tombe en plein dans la semaine du harcèlement scolaire. Alors d'abord, on est tout d'abord désolé parce que ça tombe juste après des vidéos qui étaient, on va dire, lourdes émotionnellement. C'est le hasard du calendrier. On avait vraiment envie de vous parler de ce sujet-là parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, Damien et moi, on a été concernés. Bon, on est concernés parce que c'est quelque chose qui vous marque à vie. Et ce qui va être intéressant de cette vidéo, c'est qu'on a vécu tous les deux le harcèlement scolaire sous différentes façons. Damien, il a vécu le harcèlement scolaire par rapport à son homosexualité, par rapport à sa sexualité. Et moi, c'est par rapport au handicap. Et ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est que on va vous parler de nos expériences avec du recul. Donc on va pas être pris par l'émotion, etc. parce qu'on a pris réellement beaucoup de recul par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, et je pense que ce qui va être intéressant de cette vidéo, c'est qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, justement, revenir sur ce qui s'est passé et peut-être vous expliquer en quoi on aurait pu donner des signes d'alerte qui auraient permis à certaines personnes de nous aider. Et à la fin, vous expliquant en quoi ça nous a changé, non, on sait pas, ça nous a changé, mais en tout cas, ça a forgé, ça c'est sûr, les personnes que nous sommes aujourd'hui. Ça a eu un impact dans nos caractères, dans notre façon de voir les choses. Dans notre façon d'aborder aussi la relation aux autres, etc. On va commencer par nos témoignages. Alors, je sais pas, Damien, si tu veux commencer. Faut savoir que ma scolarité s'est très bien passée en primaire et au lycée. C'est juste la période collège qui a été très compliquée parce que je me suis retrouvé dans un collège où j'avais pas d'amis, dans le sens où en primaire, tous mes amis de primaire sont allés dans un autre collège et moi je suis allé dans un collège où j'avais très peu d'amis. Et j'ai eu énormément de mal à me faire des amis et par affection, par principe, en fait, je m'en rapprochais plus souvent des filles parce que j'ai grandi dans une famille avec des sœurs, avec des mères, avec des tantes, etc. Une mère, tu diras. J'en ai pas plusieurs, j'en avais qu'une. J'ai plus de facilité à créer des relations avec des femmes qu'avec des hommes. Voilà, c'est comme ça. Et au collège, je me rapprochais plus souvent des groupes de filles parce que je me sentais plus proche d'elles. Et c'est vrai que les autres garçons ne comprenaient pas qu'un garçon se rapprochait plus des filles, donc ils m'appelaient le p***. Et c'était toute la journée, ah le p***, le p***, le p***. Parce que voilà, c'était une époque où p*** c'était un mot facile à dire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué à utiliser, mais à l'époque, oui. Tu m'avais raconté que c'était surtout la 4e. C'est ça. Compliqué. C'est une année où je suis arrivé dans une classe où je connaissais personne parce que c'était une nouvelle classe pour moi. C'était plus la même classe que j'avais avant. Eux, ils se connaissaient tous parce qu'ils étaient tous ensemble depuis la 6e. Ils étaient tous des petits groupes par-ci par-là. Et moi, en fait, j'essayais de m'intégrer dans différents groupes de filles parce que voilà, j'ai cette affection d'aller vers les filles plutôt que vers les groupes de garçons. Et j'y arrivais pas parce qu'elles avaient déjà leur délire, elles avaient déjà leur connivence parce qu'elles étaient ensemble depuis la 6e. Les garçons ne comprenaient pas pourquoi moi je cherchais à me rapprocher particulièrement des filles et pas de venir dans leur groupe. Donc c'était le p***, toi tu vas machin, enfin des insultes que je répéterai pas parce que voilà c'est pas... On va éviter. Voilà, et puis j'ai pas envie. Et c'est vrai que c'était hyper compliqué en fait de se retrouver seul face à une classe parce que là c'est même pas... J'ai même pas un nom à donner, j'ai même pas une personne dont laquelle je me souviens en disant c'est cette personne qui m'a harcelé, c'était vraiment une classe en général qui voilà, c'était une masse qui me mettait à l'extérieur parce que malheureusement, je faisais pas partie de leur groupe, je faisais pas partie de leur univers. On l'oublie beaucoup, mais dans le harcèlement, il y a les insultes, etc. Mais il y a aussi le fait d'être mis de côté. Ça fait partie du harcèlement. L'isolement, ouais, c'est ça. Mais surtout, ce que je me souviens, t'as raison, c'est l'isolement. C'est-à-dire le fait de se retrouver face à une classe où ils ont tout leur délire, ou quand vous sortez à la récré, ils sont tous ensemble, ils rigolent, etc. Et vous, en fait, vous vous sentez seul. C'est plus ça, en fait, qui est violent. C'est le fait que on vous met de côté, on vous isole. C'est ça, plus que je me souviens. Ouais. Après oui, pour le collège, c'est une période extrêmement dure, parce que je pense que pour beaucoup, le collège c'est dur. Mais alors quand vous avez des particularités comme voilà, le fait d'avoir plus d'affinité avec les filles qu'avec les garçons, ou pour faire le lien avec toi, un handicap,
Ben, malheureusement, en fait, vous êtes direct catalogué et vous servez de punching ball, en fait. Je regardais tout à l'heure sur internet, il disait que c'était beaucoup, par exemple, les personnes rousses. Pour vous dire à quel point, voilà, dès qu'il y a une différence, vous sortez de la norme, soit on vous met de côté, soit on vous harcèle. Parfois, ça peut être même l'inverse, ça peut être vous pouvez devenir aussi une mascotte. Ça peut être aussi l'inverse. Non, mais c'est voilà. Oui, parce que toi, en fait, t'étais un petit peu la mascotte, parce que justement, comme t'étais en fauteuil. J'ai une dystrophie musculaire et au collège, alors particularité de cette maladie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, au collège, vous êtes en fauteuil. Hein, l'adolescence, c'est très compliqué. En primaire, au collège et au lycée, ça se passait hyper bien, sauf en troisième. La troisième, c'est devenu compliqué parce que, pareil que toi, j'étais dans une classe où je connaissais absolument personne. C'était une classe qui se connaissait également, voilà, ils se connaissaient tous entre eux. Et en plus, j'ai loupé ma rentrée. C'est-à-dire que j'étais pas là le premier jour pour des raisons de santé. Et quand je suis arrivé, dès le premier moment, j'ai vu que ça allait être compliqué parce que la plupart des élèves, c'est pas qu'ils m'ignoraient, ils pouvaient pas m'ignorer. J'étais en fauteuil roulant, donc ils pouvaient pas m'ignorer. Mais ils me regardaient d'une certaine façon. Je savais que ça allait être très compliqué, qu'il allait avoir un gros travail à faire. Et je savais que le travail, ça allait être à moi de l'enclencher, de le mettre en place. Il n'y a eu aucun effort de fait de la part des professeurs, de la part des surveillants, des CPE, etc. Préparer la classe en disant voilà, vous allez avoir un fauteuil. Involontairement, tu viens de faire un lapsus. C'est-à-dire qu'en fait, ils te résumaient au fauteuil et toi, en fait, tu viens de faire le lapsus que eux faisaient à l'époque. Ouais, voilà, ouais, peut-être. Ouais. Il n'y a eu aucun travail de fait au préalable pour préparer les élèves au fait qu'un élève en situation de handicap allait intégrer la classe. Donc je suis arrivé dans ce contexte où ils étaient tous surpris de voir un nouvel élève, en plus un élève en fauteuil roulant. J'ai vu quelques regards, j'ai vu quelques moqueries et surtout, c'est là que j'ai compris que j'allais avoir un souci avec une personne en particulier. Et lui, par contre, était hyper intrigué par ma situation, par mon fauteuil. Donc au tout début, il est arrivé, il m'a posé plein de questions. Pourquoi tu es sur une chaise? Pourquoi tu es en fauteuil? Comment ça se fait? Etc. Enfin, voilà. Ouais, pas de bienveillance, pas de chaleur. Ouais, quelqu'un d'assez froid. Et j'ai vite compris que en fait, non, ça allait pas être un copain, ça allait devenir justement mon bourreau. Ça a commencé par des petites remarques. Il me disait ouais, c'est pas parce que t'es handicapé que je peux pas te mettre un petit coup derrière la tête. C'est pas parce que t'es handicapé que je peux pas te considérer comme les autres, etc. Alors il avait ce truc de me dire à chaque fois c'est pas parce que t'es handicapé que il avait un problème avec ça en fait. Je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait un défi en fait. Mais est-ce que dans la classe lui-même il était un peu le chef, un peu le comment dire, ouais, le bourreau de tous les autres ou Non, c'était un électron libre en fait. Il était lui-même, il était assez isolé en fait. Sincèrement, il avait fait une fixette sur moi, ou plutôt sur mon handicap, voire même sur mon fauteuil. Alors c'était un fauteuil électrique, vous savez, avec la petite télécommande sur le côté. Peut-être qu'il avait un problème avec les roulettes en fait. Je sais. Il était peut-être traumatisé par une roulette petite, tu vois. Il avait tendance à toucher la télécommande, etc. Je lui dis non, ça par contre tu peux pas. C'est comme si moi je te forçais, tu vois ce que je veux dire. Un marché ou ouais. Voilà, ça revient à pousser quelqu'un en fait. Ouais voilà, ne poussez jamais quelqu'un en fauteuil roulant sans son consentement. Non, ça ne se fait pas. Quand je lui disais ça, il avait tendance à s'énerver rapidement. Ouais, c'est bon, vas-y, etc. Bref. Et les semaines passant, il a augmenté au fur et à mesure, on va dire, son agressivité envers moi. C'était plus la télécommande qui touchait, mais il me mettait des petites tapes derrière la nuque. J'étais à une certaine hauteur par rapport à lui et il aimait bien quand il passait me mettre certains... oui, mécaniquement t'étais plus bas que lui. Donc, certains coups derrière la tête. Au début, je me disais ouais bon voilà, il me charrie, etc. et tout. Bon, ça fait un petit peu mal quand même. Et au fur et à mesure du temps... une forme d'humiliation, ouais. Ouais, c'est une forme de soumission. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je commençais à avoir une boule au ventre avant d'aller au collège parce que je savais que j'allais m'en prendre une, quoi, physiquement. C'était... Et puis avec plein de propos blessants à côté, ouais, c'est parce que t'es handicapé, moi je te considère comme les autres. Non, parce que les autres, tu les tapes pas. Donc tu me considères pas comme les autres, quoi. Oui. Enfin, tu fais une différence déjà parce que t'arrêtes pas de le dire au début. Donc, voilà. Et je me souviens qu'il y avait un camarade de classe qui l'avait vu faire. Et il s'était énervé, il dit mais attends, t'as vu, tu es en train de le frapper et tout, ça se fait pas, c'est un handicapé, alors ça c'est un truc, oui, bon, un handicapé, faut pas dire les clopés, enfin, bref. Et, on fera pas l'handicapé. Et à un moment donné, sincèrement, je commençais à en avoir marre, parce que ça devenait de plus en plus violent, c'était tout le temps, c'était tous les jours, donc je savais le matin, voilà, quand j'allais au collège, que j'allais m'en prendre une, quoi, il n'y a pas d'autre mot, que
T'avais ta petite série de clacounettes voilà, plus ou moins appuyées. Que j'allais m'en prendre et j'avais toujours ce réflexe toujours de tourner la tête comme ça, voir s'il allait pas passer. Voilà, ça faisait hyper mal, c'était hyper violent. Après, ce qui était compliqué, c'est que dans ma famille, il y avait un gros manque de communication, donc je me voyais pas leur parler de ça. Je leur disais que j'étais pas bien dans ma classe, que je me sentais pas bien, que je voulais changer de classe, que je me sentais pas intégré, mais j'en restais là. Sincèrement, avec le recul, ma mère aurait pris au sérieux. Ça, on en parlera aussi, mais c'est l'image qu'on projette aussi de ce qu'on va dire. On se projette une image, mais on en parlera. On a l'impression, j'avais l'impression de prendre ça trop à cœur, alors que non, avec le recul, non, je m'en prenais tous les jours dans la figure. Enfin, bref, je m'en souviendrai toujours, c'était un matin, donc j'arrivais au collège, j'avais cours de technologie, et à l'interclasse, en fait, il était arrivé, il m'avait mis un sacré coup, et là, je me suis dit, c'est bon. Ras-le-bol, et je suis rentré chez moi en fait, donc je suis parti comme ça, donc j'ai appelé le VSL parce que quand vous êtes en situation de handicap vous avez un VSL, un camion qui vient vous chercher, enfin voilà, et comme je m'entendais super bien avec eux, j'ai appelé directement sur son portable, je lui ai dit écoute je suis pas bien, est-ce que tu peux venir, il m'a dit écoute j'arrive de suite, pas de soucis Mathieu, enfin voilà, donc il est venu me chercher et en loose day je suis rentré je suis rentré à la maison, discrètement, pas si discrètement ça, mais t'avais quand même voiture avec chauffeur quand t'étais petit, voilà, t'étais privilégié. C'est bien quand vous êtes en situation de handicap au collège ou au lycée parce que vous avez un véhicule avec chauffeur exprès pour vous. Vous ne prenez pas le bus, hein, vous êtes privilégié, enfin bref. Et comme je m'entendais bien avec lui, j'avais droit à des croissants, des pains au chocolat, des bonbons. Non, franchement, ça compensait peut-être ce que tu à côté. Il me ramène à la maison. Manque de peau, à la maison, j'avais mon grand frère qui n'était pas au lycée. Il avait arrêté les cours, donc il était resté à la maison. Comme j'avais un gros manque de communication avec lui, j'avais même un rapport très conflictuel avec mon grand frère. Et bien quand il m'a vu arriver, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en cours, etc. Enfin bref, je vais le répéter à papa maman, donc il les a appelés directement au téléphone. La balance. Oui, j'avoue, avec ce coup-là. Mathieu à la maison, il veut pas aller en cours, il est rentré, etc. Donc mon père est rentré. C'est pour vous dire à quel point il y avait un grand manque de communication dans ma famille, parce que j'étais vraiment pas bien, et même quand il m'engueulait, je m'étais mis à pleurer, j'étais en pleurs, etc. Mais il a pas cherché plus loin. Manque de communication, malgré le fait que j'étais en situation de handicap, voilà. C'est ça ce que tu me disais, c'est que même si tu avais un handicap, tes parents, ils voulaient que tu sois le plus normal possible, on va dire. Pour mes parents, handicap ou pas, voilà, t'es un élève comme les autres, voilà, et j'en ai même un petit peu souffert de ça, parce que non, en fait, c'est pas parce qu'on dit tu vas être normal que tu l'es, voilà, même si j'aime pas ce terme, hein, on parle plus de valise. Sous couvert de bien faire en te donnant une force, en fait, finalement, ils en ont fait presque une faiblesse involontairement. C'est ça. Non seulement il m'a rouspété, mais il a appelé le collège le soir même, et il a dit à ma CPE, voilà, Mathieu n'a pas été en cours cet après-midi, enfin voilà, il a fait sécher, je suis absolument pas d'accord avec ce comportement et tout. La punition, allez-y, hein. Allez-y, etc. Enfin, oui, je vous autorise le... Et le lendemain, quand je suis retourné en cours, j'avais la double boule au ventre. Parce que je savais qu'il y avait qui m'attendait pour m'en foutre une. Et en plus, je savais que la CPE m'attendait pour t'en mettre une aussi. Pour m'en mettre une aussi. Je me demandais qui c'est qui allait me tomber dessus en premier. C'était une double peine. Peut-être les deux en même temps, je ne sais pas. Ça me... c'est vrai que j'avoue que tu devais vraiment pas être sûr. Il me semble que c'est qui m'est tombé dessus, donc ça fait. Voilà, tu l'avais coché, c'est bon, ta doudou liste. Hop. Et je me souviens toute la journée, j'avais la boule au ventre, je me suis dit mais quand la CPE... À quel moment ça va tomber? Parce qu'on avait une CPE en plus horrible, qui était reconnue pour ça, qui a été hyper sévère, hyper, enfin voilà. T'étais pas loin du collège quand on n'y aille pas. on l'appelait le cow-boy. À la fin de la journée, elle m'est tombée dessus, monsieur. Pourquoi vous allez pas en cours? Alors moi je lui explique, non je suis pas bien, parce que oui non écoutez, hein, si vous étiez malade vous allez à l'infirmerie, simplement. Ah oui, donc en fait c'était médical. Il y avait pas de... en gros, ça marche pas avec moi. Non seulement ça marche pas avec moi, c'est pas parce que vous êtes en situation de handicap, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce qu'on pense souvent que les gens sont complaisants avec les personnes en situation de handicap. Ne croyez pas ça. Dans cette volonté de les traiter le plus normalement possible, en fait, ils en font une exception. Indirectement, ouais. Elle a pris son tampon. Et pas sur le front. Elle a mis la pastille rouge sur mon carnet. Alors si vous connaissez pas la pastille rouge dans ce collège là, c'est un collège qui rigolait pas. Il rigolait pas. Quand tu avais la pastille rouge sur ton carnet, ça veut dire que tu devais rester au collège jusqu'à 17h30 tous les jours. Tous les jours jusqu'à 17h30, même si vous terminez à 15h, parce que parfois dans les emplois du temps quand vous êtes oui, il n'y a pas de cours jusqu'au bout. Voilà, vous terminez à 15h30, 16h30. Moi c'était 17h30.
Et tu faisais quoi en fait? Tous les jours, et même les jours où j'avais pas cours, en fait, je devais venir. Mais en fait, tu vas en études. Ouais. Et tu fais tes devoirs, ou si t'as pas de devoirs, ils te donnent des punitions. Enfin bref, t'inquiète, ils s'occupent de toi. Hein. Ouais. T'inquiète pas pour Dans ça. tous les cas, t'es de là de genre de 9h à 17h30. Quoi. Voilà, je l'ai eu pendant 6 mois, je crois. Ouais, 6 mois. Putain, c'est long, en plus, 6 6 mois la mois. pastille rouge. Ce qui était horrible au final, c'est que au lieu d'être extrait de cette situation, de ce lieu, bah finalement, non. On renforçait la présence. On quoi. renforçait ma présence. Ce qui veut dire en plus de possibilités de tomber sur lui. Ouais. Parce que comme tu étais là plus souvent, bah Ouais. lui il pouvait être d'autant ouais. plus là sur Ah ouais. toi et dire bah tiens il est disponible parce que jusqu'à 17h30 je sais qu'il est là. Ouais. C'est sympa. C'est la seule année où j'ai vécu le harcèlement parce que les autres années au collège ça se passait hyper bien. Au contraire, j'étais un petit peu la mascotte dans la classe. Après il y avait des profs, oui c'était plus compliqué parce qu'ils acceptaient pas, ils voulaient pas d'un élève en situation de handicap dans leur classe. Ça fait partie aussi Du jeu, entre de guillemets. la réalité. Et pourquoi ça s'est arrêté en fait? T'as une explication ou c'est juste ça s'est éteint comme ça naturellement Ce qui m'a sauvé cette année-là, c'était les grèves. C'était une année où il y avait énormément de grèves. Alors je sais plus pourquoi c'était, mais ça a démarré au mois de mars-avril. Il n'y avait plus la pastille rouge, hein, parce que voilà, quand il y a grève, etc., tout le système prof, encadrement, il n'y a plus personne. Hein, ouais, bref. Donc sincèrement, ça m'a sauvé la vie. Voilà pour nos expériences avec beaucoup de recul. Et avec le recul, est-ce que tu penses qu'à l'époque t'as envoyé des signes qui montraient que t'étais harcelé? Moi, les signes que j'ai envoyés, sincèrement, c'était quand je disais que je voulais changer de classe. C'est déjà pas mal. Hein, enfin, Oui, ouais. déjà, ça montrait que t'étais pas bien. Ouais, et je disais, ouais, par contre, cette année, je me sens pas intégré, je me sens pas à ma place, etc. Je rentrais pas dans les détails parce que j'avais un sentiment de honte. Et je voulais montrer que malgré mon handicap, en fait, je pouvais faire plein de choses et que comme les autres, je pouvais m'intégrer, faire des activités, être bon à l'école, etc. Et ça m'a mis une pression supplémentaire. Donc d'un côté, c'était bien parce que j'avais des bonnes notes, mais d'un autre côté, je cachais plein de choses à mes parents. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais qu'ils aient cette image, ouais, Mathieu, il a son handicap. Il est fort. Mais il est fort. Il y avait une certaine forme de culpabilité. Je me disais peut-être que ça vient de moi aussi. Peut-être que, je sais pas, cette année, il y a quelque chose qui se passe, c'est différent. Je sais pas. Peut-être dans ma façon de faire, ma façon de parler, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voilà, Oui, c'est un peu le principe. Ouais, quand on est victime, on a l'impression que c'est nous, alors qu'en fait, malheureusement, on n'y est pour rien. À l'époque, je me mettais beaucoup en question par rapport à ça. Et toi, t'en as parlé à tes parents ou pas? Alors moi, j'en ai jamais parlé. Après, peut-être que moi, je pense que j'ai envoyé des signes parce que j'étais très solitaire à l'époque, puisque la solitude que je ressentais en cours, je l'emportais à la maison dans le sens où j'étais beaucoup dans ma chambre, j'étais beaucoup renfermé sur moi. Voilà, je lisais beaucoup, j'étais beaucoup dans ma chambre, je sortais quasiment plus. Donc effectivement, il y avait ces signes-là. Et un peu comme toi, je pense que l'absence de communication dans une famille... Et en plus, l'adolescence, pour moi, c'est une période où, oui, l'adolescent entre en conflit avec ses parents, parce que il a besoin de se construire comme ça. Mais il faut aussi détecter quand c'est plus du conflit. C'est-à-dire que quand on est trop isolé, quand on n'a pas d'amis, quand on a des choses comme ça, c'est des signes d'alerte. Mais pour moi, les profs, ils entendaient. Parce que forcément, quand il y avait des insultes, c'est verbal. Quand ils disaient, ah ouais, c'est le qui va parler, c'est le truc comme ça, les profs entendaient. Ils disaient rien, mais ils cautionnaient indirectement, pour moi, je pense. Vous voyez bien aussi que j'étais pas intégré, parce que les travails de groupe, au collège, on a tous eu des travails de groupe, mais je les faisais tout seul. Donc voilà, je me souviens par exemple d'un exposé sur l'Europe, où ils ont tous fait des travaux en groupe, et en fait, moi, je me suis présenté tout seul pour faire mon exposé sur l'Allemagne, tu vois. Tout ça, les profs, ils l'ont vu. Est-ce qu'ils ont pas voulu ouvrir les yeux? Je sais pas, et... pas méchant, mais je m'en fiche, entre guillemets. Ça les a arrangés de pas ouvrir les yeux aussi. Hein. Mais les profs de notre génération, je pense qu'ils avaient aucune formation sur ça, en fait. C'était des très bons profs parce qu'ils avaient de très bonnes bases en français, en maths, en géo, en histoire, peu importe. Ils étaient peut-être très bien formés pour ça, mais par contre, en psychologie, ils avaient zéro, en fait. Et ils étaient pas du tout formés pour ça. Il y a une forme de facilité aussi pour eux, parce que, en n'ouvrant pas les yeux sur ça, ils ont pas besoin de se battre, entre guillemets, ou de dire, tiens, là, il y a un problème, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Non, hop, on ferme les yeux, on met des œillères, et tout le monde avance. La classe avance, donc s'il y a un élément dans la classe qui va pas, c'est pas grave. La classe en elle-même à l'avance. Voilà. Après, alors ça va faire un peu bizarre, ce que je vais dire, ça va faire un peu vieux con. Mais on arrive à des âges pas trop avancés. J'ai 20 ans là dans la tronche, en une phrase là. Oh, non, on a 28-29 ans. Officieusement. On a pris énormément de recul et surtout on se rend compte que ça a eu une influence sur nous, mais finalement positive, c'est horrible à dire, mais ça nous a donné une force et c'est presque pour certains aspects un moteur. Je pense que ça a contribué à l'empathie qu'on a aujourd'hui. Dans tous les cas, nous ce qu'on en retient, c'est que ça nous a forgé une part de notre personnalité et ça nous a peut-être rendu plus forts, même si, comme tu dis, l'empathie parfois joue contre nous, ça reste quand même une force d'arriver à avoir cette empathie avec les autres.
ça a créé des faiblesses en nous, peut-être des failles, mais qui nous rendent d'autant plus forts. Parce que je pense qu'avoir de l'empathie, se soucier des autres, c'est être fort en fait. C'est là la vraie force en fait. La force, c'est pas d'écraser les autres. La vraie force, justement, c'est de prêter attention aux autres et d'être dans l'empathie. Moi, je me rends compte qu'on a une chance, par contre, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Parce que nous, au moins, ça s'arrêtait à la porte de chez nous et on pouvait passer à autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, on rentre à la maison et on a encore le harcèlement qui continue sur les réseaux sociaux, etc. La sensibilité qu'on a par rapport au harcèlement fait que dès qu'on repère une forme de harcèlement, quel qu'il soit et quelque degré qu'il puisse avoir, bah on réagit de manière épidermique. Limite, on réfléchit plus. C'est vraiment, voilà, on réagit par instinct. Il y a 2 ans, on avait pris position, c'était la première fois ça nous arrivait de prendre position dans des clashs entre youtubeurs, parce que nous on se tient éloigné de ça. Mais là on avait pris position, parce que d'un c'était un créateur, c'était une créatrice qu'on appréciait, elle s'en était pris plein la tronche sur Twitter, les messages étaient d'une violence. D'une violence. Tout, en plus. Et d'autres créatrices derrière avaient jeté encore de l'huile sur le feu. Sachant qu'entre temps la créatrice s'était excusée de ses propres propos. On avait pris position en disant mais merde quoi, YouTube ça va pas devenir des règlements de compte à OK Corral par vidéo interposée sous couvert de faux débats, en éludant le fait que les vidéos sont vues par des milliers de personnes, que dessous il y a des commentaires, qu'il y a des commentaires parfois violents, haineux, qui sont même pas parfois soumis à modération. Enfin, en plus sur le fond j'étais d'accord avec elle, mais on pouvait que être d'accord avec elle. Peut-être que c'était facile de tirer sur une ambulance. Et elle nous en veut encore. Elle nous en veut. Non, sachez-le. C'est lié certainement à ses expériences, mais on a énormément de mal avec les vidéos qui consistent à donner son avis sur le contenu des autres créateurs. Surtout que c'est pas des avis en fait. Je trouve, oui, c'est des jugements. La vérité sur tel créateur, ce que je pense de tel créateur, bien entendu, c'est jamais positif. Quand les youtubeurs donnent leur avis sur les autres créateurs, c'est rarement positif. Quand les youtubeurs donnent leur avis sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est rarement positif. Ça j'aime pas, ça j'aime pas, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est un point commun qu'ils ont avec les harceleurs. Ce besoin de se mettre en avant en dézinguant les autres. Et les harceleurs, c'est ça. C'est ça, ils se nourrissent. Pour faire les intéressants, pour se faire remarquer, c'est plus ça sur YouTube je pense, pour se faire remarquer. On dézingue les autres. Et on sort des vidéos, voilà, je vous donne mon avis sur telle créatrice, ah bah voilà ce qu'elle fait c'est ridicule. Je vois passer des vidéos, je me dis mais au final quand on termine la vidéo, on se dit bah... Et il faut respecter tout ce que les autres font en fait. Tu parlais de respect, je pense qu'eux ils vont te répondre en te disant liberté d'expression. Je peux donner mon avis. Revoir aussi les limites. Un avis, oui, mais pas un jugement. Voilà. Ouais, c'est ce qui me gêne. On peut avoir un avis sur les autres, mais on ne peut pas juger les autres, parce qu'à partir du moment où on juge une personne, c'est qu'on considère qu'on est supérieur à elle, donc on se permet de la rabaisser. Ça fait pas grandir les autres, ça nous grandit pas, parce qu'en plus ça montre une image de nous négative. Il y a certains contenus sur les réseaux sociaux qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Moi, il y a des créateurs, je le dis, je suis honnête avec vous, qui me mettent vraiment mal à l'aise. Avant de terminer cette vidéo, peut-être vous donner les solutions pour lutter contre le harcèlement. Ce qu'on nous dit, c'est identifier le harcèlement, en parler aux personnes de confiance, se méfier des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, être lanceur d'alerte plutôt que témoin passif, contacter les numéros d'urgence, donc vous trouverez toutes ces informations de toute façon sur notre site de gaiunchien.fr. C'est important de le rappeler parce qu'on est aussi suivi par des jeunes qui regarderont peut-être cette vidéo et peut-être que ces informations vous aideront. Pour les plus jeunes qui nous regardent, sachez que le plus important, et vous l'avez compris dans nos différents témoignages, dans nos 2 témoignages, c'est la communication. C'est ça le plus important. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Voilà. Ce qui a compliqué les choses, c'était le manque de communication. On n'arrivait pas à communiquer et on n'arrivait pas à mettre de mots dessus. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à des personnes de confiance. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. J'allais dire une vidéo positive. Pour moi, sincèrement, nos vidéos sont positives. Et au contraire, on vous montre que malgré les différentes choses qu'on a pu traverser, et ce que vous avez traversé aussi, parce que la vie, c'est pas le monde des bisounours non plus, ben on arrive à avancer malgré tout, à sortir nos collections, à faire plein de choses, etc. Sur YouTube, c'est important de laisser les créateurs faire ce qu'ils ont envie. Voilà, c'est leur chaîne. Voilà, on peut donner son avis, mais il faut laisser aussi faire ce qu'ils ont envie et qu'ils n'aient pas l'impression d'être jugés pour ce qu'ils font. Il faut laisser aussi les abonnés regarder ce qui leur plaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez, laissez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. À bientôt. Dimanche prochain. À dimanche prochain. On va pas y arriver.